Je m'appelle Arthur. J'ai 32 ans. Et pendant les 10 dernières années de ma vie, j'ai permis à ma propre chair et à mon propre sang de me traiter comme la honte de la famille. Alors que je me tenais devant la porte d'entrée de la somptueuse pendaison de crémaillère de mon jeune frère, physiquement épuisé et tenant un cadeau soigneusement choisi, sa nouvelle fiancée m'a toisé de haut en bas, a ricané en voyant ma veste usée, et m'a dit que les livraisons se faisaient par la porte de service. Elle a ri assez fort pour que toute la maison l'entende, plaisantant sur le fait que j'avais l'air d'un sans-abri et que j'étais probablement là pour mendier de l'argent. Et mes parents se tenaient juste derrière elle et riaient avec elle, me disant d'arrêter d'être si sensible et de ne pas gâcher la soirée de leur garçon en or. Mais il y avait un détail colossal qu'ils ignoraient. Cet incroyable poste très bien payé en entreprise dont la fiancée se vantait bruyamment auprès de tous les invités, cette société d'élite qu'elle prétendait pratiquement diriger aux côtés du patron. Je suis le fondateur et PDG de cette même entreprise. Et à l'heure actuelle, elle est complètement bannie de l'industrie, et mes parents se noient dans un désastre financier qu'ils ont eux-mêmes créé. Avant que je ne vous raconte exactement comment j'ai fait voler en éclats son monde factice et fait s'effondrer le château de cartes de ma famille, cliquez sur le bouton « J'aime » si vous croyez que la justice finit toujours par rattraper les gens arrogants. Et n'oubliez pas de me dire d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, revenons là où ce cauchemar a vraiment commencé. Laissez-moi vous dépeindre le tableau. L'épuisement que je ressentais, debout sur ce porche immaculé, n'était pas seulement celui que l'on ressent après avoir manqué quelques heures de sommeil. C'était un poids physique, lourd et pesant, qui s'installait profondément dans la moelle de mes os. C'était la fatigue écrasante, cumulative, d'une fusion d'entreprise de 6 mois qui s'était finalement conclue à peine 3 heures avant que je ne prenne la route. J'avais passé la meilleure partie de la semaine enfermé dans une salle de réunion à New York, entouré d'avocats et de cadres, à marteler les derniers détails d'une acquisition de plusieurs millions de dollars. J'avais à peine mangé. Je fonctionnais au café noir tiède et à l'adrénaline pure. Quand l'encre a finalement séché sur ces contrats, tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi. Et par chez moi, je veux dire mon vrai chez moi, mon appartement terrasse en centre-ville, avec ses baies vitrées allant du sol au plafond, sa climatisation silencieuse, et la paix que j'avais mis une décennie à pouvoir m'offrir. J'aurais dû commander des sushis à emporter de ce restaurant haut de gamme qui pratique des prix ridicules, prendre une douche chaude, et dormir pendant 14 bonnes heures, mais je ne pouvais pas faire ça. Aujourd'hui, c'était la pendaison de crémaillère de Julian. Julian est mon jeune frère. Mon téléphone a vibré dans ma poche alors que j'entrais dans le quartier. C'était un texto de mon père, Richard. Le message disait « Tout le monde est déjà là. Essaie de ne pas avoir l'air de sortir du lit, Arthur. Julian a des amis importants qui viennent. » J'ai juste fixé l'écran, laissant le rétroéclairage piquer mes yeux secs. Des amis importants. L'ironie de cette phrase était assez tranchante pour couper du verre, mais je l'ai ravalée, exactement de la même manière que j'avais ravalé chaque affront, chaque insulte, et chaque rejet de leur part depuis une décennie. J'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur de ma vieille Honda Civic de 2014, toute cabossée. Mon père n'avait pas entièrement tort. J'avais l'air complètement détruit. Mes cheveux étaient en désordre. Je portais un vieux sweat à capuche zippée et délavé par-dessus un t-shirt, parce que j'avais renversé du café sur ma chemise lors d'une réunion frénétique avec mon équipe juridique ce matin-là. J'avais des cernes sous les yeux qui me donnaient l'air creux. J'avais l'air d'un homme qui luttait sévèrement pour joindre les deux bouts. J'avais l'air d'un type qui était à un mauvais mois de tout perdre. Et la réalité tordue, c'est que c'était exactement comme ça que ma famille préférait me voir. Ils avaient besoin que je sois l'échec, pour que Julian puisse briller encore plus fort. J'ai coupé le contact, et la vieille Honda s'est immobilisée dans un frémissement silencieux. Je suis resté assis un instant, serrant le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Je pouvais entendre la musique pop générique et bruyante qui s'échappait du jardin de la maison. Je pouvais entendre les rires. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai attrapé le sac cadeau sur le siège passager, et je suis sorti sur l'allée. Je devais juste survivre 3 heures. 3 heures à sourire, à hocher la tête, à féliciter mon frère, à éviter une dispute avec mon père sur mon prétendu manque de direction dans la vie, et puis je pourrais partir et retourner à l'empire que j'avais bâti en secret. Je me suis approché de la lourde porte d'entrée en chêne et j'ai sonné. Elle s'est ouverte presque immédiatement, mais ce n'était pas Julian qui se tenait là. Ce n'était pas ma mère, Eleanor, ni mon père. C'était une femme que je n'avais jamais rencontrée en personne,
bien que je reconnaisse son visage lourdement filtré des réseaux sociaux de Julien. C'était Chloé, sa fiancée. Elle était magnifique, d'une manière très artificielle et coûteuse. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Son maquillage était impeccable, et elle portait une robe de créateur qui semblait coûter plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Elle tenait une flûte de champagne dans une main, ses ongles manucurés tapotant contre le verre. Elle m'a regardé. Ses yeux ont parcouru mes baskets éraflées, puis mon jean délavé, se sont attardés sur mon sweat à capuche usée, et ont finalement atterri sur mon visage fatigué. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas dit bonjour. Au lieu de ça, elle a légèrement tourné la tête par-dessus son épaule, criant vers le grand hall d'entrée, sa voix aiguë et moqueuse. « Julien, chéri, je crois que l'équipe de nettoyage est là, mais ils sont vraiment en avance. » Elle s'est retournée vers moi, un sourire suffisant jouant sur ses lèvres, ses yeux froids et totalement dépourvus de toute chaleur humaine. « Les livraisons et le personnel, c'est par la porte de service, mon chou. On vient de faire refaire les sols et on ne voudrait vraiment pas que vous salissiez le hall avec de la boue. » La trahison n'était pas dans ses mots. J'étais un PDG. J'avais l'habitude que les gens me sous-estiment dans les négociations, jusqu'à ce que je leur coupe l'herbe sous le pied. La vraie trahison, celle qui a été comme un couteau qui se glisse entre mes côtes, a été l'éclat de rire retentissant que j'ai entendu venir du salon, juste derrière elle. J'ai reconnu ce rire instantanément. C'était celui de mon père. C'est à ce moment-là que le reste de chaleur que j'avais pour ma famille s'est évaporé. C'était la confirmation absolue que dans cette famille, je n'étais pas seulement le mouton noir ou le laissé-pour-compte. J'étais la risée de la famille. Je me suis redressé, ignorant la douleur cuisante dans mes épaules. Je ne suis pas l'homme de ménage, ai-je dit, ma voix rauque mais parfaitement stable. Je suis Arthur, le frère de Julien. Les sourcils parfaitement dessinés de Chloé se sont levés dans une pantomime exagérée de surprise qui n'a pas atteint ses yeux une seule seconde. Oh mon Dieu, Julien, c'est ton frère, celui dont tu m'as parlé. Elle a reculé, ouvrant grand la porte, mais elle n'a délibérément pas bougé de sa place. Elle se tenait là comme une gardienne, me forçant à me faufiler pour passer. Pendant que je passais, elle s'est penchée, sa voix baissant à un murmure théâtral et condescendant. « Waouh, je suis tellement désolé. Je veux dire, regarde-toi. » J'ai naturellement supposé. Tu as l'air si incroyablement dans le besoin. Je parie que tu es ici pour demander une aumône. J'ai serré fermement la poignée du sac à dos. Je n'ai pas explosé. Je n'ai pas crié. Je l'ai juste regardé et je suis entré. Je pensais que la pire partie de la soirée serait de devoir supporter son snobisme. J'avais tellement tort. Pour vraiment comprendre la folie absolue de ce moment dans le hall, vous devez comprendre l'histoire profondément toxique de ma famille. Vous devez comprendre la dynamique de l'enfant en or et de celui de rechange. Julien était le bébé miracle. Mes parents l'ont eu 4 ans après ma naissance. Et à partir du moment exact où il a pris son premier souffle, le soleil se levait et se couchait entièrement sur lui. Mon père, Richard, était un cadre intermédiaire dans une compagnie d'assurance. Il était obsédé par le statut, par l'idée de ressembler à la vieille bourgeoisie, même si nous étions solidement de la classe moyenne. Quand Julien est arrivé, il était l'élu pour porter l'héritage familial. Julien a absolument tout eu. Des camps de sport privés, les dernières consoles de jeux, une voiture neuve enveloppée d'un énorme ruban rouge pour son 16e anniversaire. Moi, en revanche, j'étais traité comme un colocataire en retard sur son loyer. Si Julien obtenait un B à un examen, mes parents organisaient un dîner pour célébrer son génie. Si j'obtenais que des A, c'était simplement attendu, méritant à peine un hochement de tête de l'autre côté de la table de la cuisine. Quand Julien avait besoin d'aide, le chéquier s'ouvrait en grand. Le fonds pour les études a été entièrement vidé pour l'envoyer dans une université privée hors de l'État, où il a fait la fête pendant toute sa vingtaine. Quand ce fut mon tour d'aller à l'université, mon père m'a fait asseoir dans son bureau, s'est versé un verre, et m'a dit que contracter des prêts étudiants forgerait mon caractère. Il m'a dit que payer ma propre voix était la seule façon d'apprendre la valeur $1. Alors, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai forgé une montagne de caractère. J'ai eu 3 emplois misérables pendant mes études. J'ai retourné des hamburgers. J'ai travaillé de nuit dans une station-service. Et je me suis appris le codage complexe et le marketing numérique au milieu de la nuit,
en utilisant un ordinateur portable fissuré. Quand mon grand-père est décédé, l'héritage qu'il a laissé est allé directement à Julien pour acheter un appartement de luxe. Pendant ce temps, j'assistais à l'enterrement dans un costume emprunté qui ne m'allait même pas. À 22 ans, j'ai lancé mon entreprise, Apex Innovation, depuis un appartement en sous-sol, humide et glacial. Je vivais de nouilles instantanées et de pure défiance. J'ai investi chaque once de mon âme, chaque centime que je gagnais, dans l'entreprise. J'ai sacrifié ma vingtaine. J'ai manqué des vacances. J'ai manqué des dîners de Thanksgiving. J'ai sauté les congés. Je conduisais une voiture cabossée parce que je préférais dépenser mon argent pour embaucher les meilleurs développeurs et stratèges de l'industrie. Sarah, ma directrice des opérations, et moi, nous nous asseyions par terre dans ce sous-sol, à élaborer des modèles économiques sur des tableaux blancs bon marché, jusqu'au lever du soleil. Pendant 10 ans, nous nous sommes démenés corps et âme, et nous avons bâti un véritable empire. Apex Innovation est devenue une puissance. Ma famille savait que j'avais une sorte de petit projet tech en cours. Ils supposaient que j'étais un freelance en difficulté, tirant le diable par la queue, concevant des sites web bon marché pour les pizzerias locales. Je ne les ai jamais corrigés. Au début, je suis resté silencieux parce que je voulais leur faire la surprise quand j'aurais enfin réussi. Je voulais voir la fierté dans les yeux de mon père. Mais au fil des ans, j'ai réalisé qu'ils ne s'en souciaient tout simplement pas assez pour demander. Ils n'ont jamais demandé le nom de mon entreprise. Ils n'ont jamais demandé comment s'était passée ma journée. Finalement, mon silence est devenu un test. Un test de leur décence humaine de base. Un test pour voir s'ils pouvaient aimer Arthur, le type en difficulté, et non Arthur, le distributeur de billets ambulants. Et ils ont lamentablement échoué à ce test, chaque fois que nous parlions. Ce qui nous ramène à l'allée de la nouvelle grande demeure de Julien. En arrivant plus tôt, j'avais bien regardé le quartier. C'était l'une de ces communautés tentaculaires, avec une association de propriétaires agressives, qui sentaient le gazon fraîchement posé et l'arrogance sévère. La maison de Julien était immense. C'était exactement le genre de bien immobilier que mes parents adoraient. Énorme, tape à accent grave-l'œil, et totalement inutile pour un gars qui occupait à peine un poste de marketing de niveau intermédiaire. J'ai garé ma Honda Civic rouillée juste à côté d'une Porsche étincelante. J'ai reconnu la Porsche. Elle appartenait à Monsieur Henderson, un vieil ami de la famille qui aimait se vanter de son portefeuille d'actions à chaque rassemblement. J'ai vu Monsieur Henderson près du garage, tenant un cigare. Il a regardé ma voiture, m'a regardé en sortir, et m'a activement tourné le dos pour éviter de me saluer. Le manque de respect flagrant était ancré dans l'ADN même du cercle social de ma famille. Je savais pertinemment que mes parents avaient largement subventionné la compte de Julien pour cette maison. Ils le renflouaient constamment, s'assurant que sa vie paraisse parfaite de l'extérieur. Pendant ce temps, j'étais l'exemple à ne pas suivre dont il parlait à voix basse. Entrer dans la maison après l'accueil humiliant de Chloé, c'était comme entrer sur un champ de bataille. Le hall était bruyant, résonnant du bavardage d'environ 30 personnes, des membres de la famille, des copains d'université de Julien, et les voisins snobs. La maison était la preuve indéniable d'une richesse forcée. De hauts plafonds, des sols en marbre, un lustre qui semblait complètement déplacé. Julien est sorti de la cuisine en trottinant, une bière artisanale à la main. Il avait l'air en bonne santé, parfaitement bronzé, portant un polo de marque impeccable. L'enfant en or dans son habitat naturel. « Arthur » a-t-il crié, me faisant une accolade à un bras, sans conviction. Il s'est rapidement retiré, ses yeux tombant immédiatement sur mon sweat délavé, son sourire s'estompant. « Tu as réussi à venir, mec. Tu n'as pas eu le temps de te changer? Tu as l'air mal en point. » Je viens directement du travail, ai-je dit calmement, forçant un sourire poli. Joyeuse pendaison de crémaillère, Julien. L'endroit est immense. Ouais, n'est-ce pas? Il a bombé le torse, regardant fièrement autour de lui. J'ai fait une super affaire. Papa a vraiment assuré avec les négociations du courtier immobilier. J'en suis sûr, ai-je répondu doucement. Julien a passé son bras autour de Chloé, la serrant contre lui. Alors, tu as rencontré Chloé à la porte. Nous nous sommes rencontrés, a dit Chloé, passant son bras sous le sien et posant sa tête sur son épaule. J'ai failli l'envoyer au quartier des domestiques. Tu te rends compte? Mais honnêtement, Julien,
tu ne m'avais pas dit que ton frère était autant dans la difficulté. On devrait vraiment lui préparer des restes pour ce soir. » Avant que je ne puisse même répondre à l'audace pure de son commentaire, mon père, Richard, est entré dans le couloir. C'était un homme grand qui se comportait comme un PDG du Fortune 500, bien qu'il n'ait jamais dépassé le management intermédiaire. Il tenait un verre en cristal de scotch coûteux. « Arthur » m'a salué mon père avec un hochement de tête raide, pas d'accolade, pas de poignée de main. Il a regardé ma tenue avec un dédain ouvert et non filtré. « Je t'ai spécifiquement envoyé un texto pour que tu t'habilles convenablement. Nous avons des gens du club ici. Ça donne une mauvaise image de ta mère et de moi quand tu te pointes avec l'air d'un vagabond qui a erré hors de la rue. Content de te voir aussi, papa, ai-je dit, sentant cette boule familière et enfantine de rejet se former dans ma gorge. Je l'ai ravalé. J'ai tendu le sac cadeau vers Julien. « Tiens, pour la nouvelle cuisine. » Julien a pris le sac. Il était lourd. À l'intérieur se trouvait un ensemble de couteaux de cuisine japonais forgés à la main. Je les avais achetés directement auprès d'un artisan lors d'un voyage d'affaires à Tokyo le mois dernier. Ils coûtaient plus cher que ma Honda Civic. Je les avais emballés dans un simple papier craft brun non blanchi, car j'apprécie l'artisanat, pas les emballages tape à accent grave l'œil. Julien a jeté un œil à l'intérieur, retirant le papier brun. Il a froncé les sourcils, l'air vraiment confus. « Des couteaux ? Ils sont en acier japonais forgé à la main, ai-je commencé à expliquer. L'artisan est un maître qui. Tante Margaret, qui s'était matérialisée derrière mon père, m'a interrompu. Sont-ils d'occasion, Arthur ? Le papier d'emballage ressemble à quelque chose que tu as sorti d'une poubelle de recyclage. Chloé a regardé dans le sac et a laissé échapper un rire tintant, horriblement condescendant. Oh, Arthur, ce n'est pas grave du tout. Nous savons que les temps sont vraiment durs pour toi en ce moment. Honnêtement, c'est l'intention qui compte. On pourra les utiliser pour ouvrir des cartons dans le garage ou quelque chose comme ça. Julien, range-les avant que quelqu'un ne voie cet emballage hideux. J'ai senti une soudaine bouffée de chaleur dans ma poitrine. Chloé, ces couteaux valent plus que. Arthur, ça suffit, a coupé mon père. Sa voix claquait comme un fouet dans le couloir. Ne sois pas sur la défensive. Chloé est incroyablement généreuse à propos de ton cadeau bon marché. Ne fais pas de scène juste parce que tu te sens gêné par ta situation financière. J'ai regardé mon père, puis mon frère. Julien n'osait même pas croiser mon regard. Il était trop occupé à sourire de manière apologétique à Chloé, comme si ma présence était un fardeau qu'il devait gérer. Je ne suis pas gêné, ai-je dit, ma voix se durcissant. J'essaie de vous dire ce qu'est réellement le cadeau. On a compris, a dit mon père, prenant une gorgée de son scotch et me congédiant d'un geste dédaigneux. Tu as fait ce que tu pouvais te permettre. Maintenant, va te chercher un verre d'eau et essaie de te fondre dans le décor. Ou peut-être reste simplement dans la cuisine. Laisse tomber. Tu rends la situation gênante pour tout le monde. Laisse tomber. C'était la devise de la famille. Chaque fois qu'on me manquait ouvertement de respect, je les voyais me tourner le dos. Chloé a murmuré quelque chose à l'oreille de Julien, et il a gloussé, lui embrassant la tempe. Mon père a tapoté l'épaule de Julien, rayonnant d'une fierté absolue. Ils se sont dirigés vers le salon, me laissant complètement seul dans le grand hall. J'ai pris une lente et profonde inspiration. J'aurais pu partir à ce moment-là. J'aurais pu remonter dans ma voiture, conduire jusqu'à Montpentouse, et les effacer complètement de ma vie. Mais alors que je me tenais là, je me suis souvenu d'une note de service interne de l'entreprise que j'avais parcourue juste avant de quitter mon bureau. C'était une notification de mon service RH concernant les nouvelles embauches du trimestre. Je n'avais pas regardé les noms de près à l'époque. Mais en regardant Chloé se pavaner dans le salon, agissant comme une reine, une prise de conscience m'a frappé comme un train de marchandises. Je me suis souvenu d'avoir vu un visage sur cette note RH. Un visage aux cheveux parfaitement coiffés et au sourire artificiel. Chloé. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai serré mon téléphone. Un calme lent et absolu m'a envahi, effaçant complètement mon épuisement. Ils voulaient jouer à des jeux de statut. Ils voulaient m'humilier pour de l'argent, mais ils avaient oublié une règle fondamentale du monde. La personne qui signe les chèques de paie est la seule qui détient vraiment le pouvoir. J'ai décidé sur le champ que je n'allais pas partir.
J'allais regarder toute cette mascarade partir en fumée. Je suis entré dans l'immense salon, attrapant un verre d'eau du robinet sur l'îlot de la cuisine en passant. La pièce était bondée de gens qui essayaient bien trop fort d'avoir l'air important. Je me suis tenu tranquillement près de la lourde cheminée en pierre, adossée au mur, et j'ai simplement observé. Chloé tenait Salon au centre de la pièce. C'était un prédateur dans une robe de créateur, flottant de groupe en groupe, dominant chaque conversation. Je l'ai vu coincer tante Margaret, lui posant des questions pointues et indiscrètes sur la superficie de sa maison de vacances, calculant clairement la valeur nette de la femme en temps réel. Je l'ai vu ignorer activement toute personne qu'elle jugeait sans importance. Mais sa cible favorite absolue, c'était moi. Elle semblait posséder un radar pour la vulnérabilité, et elle m'avait incorrectement identifié comme le maillon le plus faible de la pièce, le punching ball désigné qu'elle pouvait utiliser pour élever son propre statut devant ma famille. Finalement, elle a traîné Julien jusqu'à l'endroit où je me tenais. Elle était flanquée de quelques-unes de ses amies, dont Sophie, une femme qui me regardait avec exactement la même expression que l'on donnerait à un déchet collé à sa chaussure, et Liam, un des frères de fraternité de Julien. Alors, Arthur, a annoncé Chloé, sa voix délibérément assez forte pour que les invités environnants s'arrêtent et écoutent. Julien me dit que tu es toujours célibataire et toujours freelance. Je me concentre sur ma carrière en ce moment, ai-je dit d'un ton neutre, en buvant une gorgée d'eau. Chloé a gloussé, un son aigu et grinçant. C'est ça, ta carrière? Être freelance, c'est tellement courageux. Je veux dire, ne pas savoir d'où viendra ton prochain chèque de paie, constamment à la recherche du moindre sou. Je mourrais d'anxiété, absolument. Mais je suppose que tu as juste l'habitude de vivre au bas de l'échelle. Sophie a ricané, couvrant sa bouche. Liam a secoué la tête, me regardant avec une pitié pure. Julien s'est agité inconfortablement, mais est resté entièrement silencieux. Il a fait tourner sa bière, refusant de défendre son propre frère. Je me débrouille très bien, ai-je dit, gardant mon regard fixé sur Chloé. Eh bien, tu devrais vraiment prendre des notes sur moi, a dit Chloé, bombant le torse et rejetant ses cheveux par-dessus son épaule. Je viens de décrocher un poste énorme, une vraie carrière, Arthur, pas juste des petits boulots. Ça vient avec un salaire de folie, des avantages complets, et une trajectoire incroyable. Ah oui, ai-je demandé, inclinant légèrement la tête. Où ça? Apex Innovation, a-t-elle annoncé, rayonnant d'une fierté arrogante. C'est l'agence de tech et de digital la plus en vogue de tout le pays. On gère des comptes pour des multinationales gigantesques. Le processus de recrutement était absolument brutal. Il ne laisse entrer que l'élite absolue. Mon cœur a eu un battement lent et lourd dans ma poitrine. Elle a utilisé le mot « on ». Je savais pertinemment que l'orientation des nouvelles recrues avait eu lieu ce lundi passé. Elle était dans mon entreprise depuis exactement 3 jours. Vraiment, ai-je demandé doucement. Oh, absolument, a poursuivi Chloé, sa voix s'élevant alors qu'elle réalisait qu'elle avait captivé la pièce. Mon père s'est approché, se tenant à côté de Julien, l'air incroyablement satisfait que sa future belle-fille soit une telle ponte. La culture là-bas est incroyablement exclusive, a menti Chloé, ses yeux brillants de l'excitation de sa propre fabrication. Gros risque, grosse récompense. Mon salaire de départ est facilement le triple de ce que tu as gagné au cours des 5 dernières années combinées, Arthur. Ça a l'air très impressionnant, est intervenu mon père, posant une main lourde sur l'épaule de Julien. Tu vois, Arthur, voilà à quoi ressemble une vraie ambition. Chloé va loin. Tu pourrais apprendre une chose ou deux sur l'éthique de travail d'elle. J'ai regardé mon père. J'en suis sûr, papa. Chloé n'avait pas fini. Elle était ivre d'attention. En fait, je suis pratiquement la meilleure amie du PDG, s'est-elle vantée, agitant sa flûte de champagne. C'est ce type terrifiant et puissant, mais il m'a tout de suite prise en sympathie. Il a dit que j'avais exactement le genre d'instinct de tueur qu'il respecte. On a d'ailleurs un déjeuner privé en tête-à-tête la semaine prochaine pour discuter de ma promotion accélérée au poste de cadre supérieur. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Le PDG, moi. J'avais été à Tokyo la semaine précédente, et j'avais été enfermé dans une salle de réunion de haute sécurité à New York pendant les 3 derniers jours. Je n'avais jamais posé les yeux sur Chloé de toute ma vie, jusqu'à ce qu'elle ouvre la porte d'entrée 2 heures plus tôt. Il a l'air très perspicace, ai-je réussi à dire, gardant mon visage entièrement impassible. Oh,
il est impitoyable, a hoché la tête Chloé sérieusement, jouant le rôle de la vétéran chevronnée de l'entreprise. Il déteste absolument l'incompétence. Il vire les gens sur le champ s'ils ne se présentent pas impeccablement. Honnêtement, Arthur, si tu entrais dans notre hall d'entreprise avec cette tête, elle a fait un geste large vers mon sweat et mon jean, notre équipe de sécurité te plaquerait au sol avant même que tu n'arrives près des ascenseurs. Sophie a éclaté de rire. Liam a gloussé. Même mon père a esquissé un large sourire. Eh bien, a dit mon père, me regardant avec une déception totale. Au moins, quelqu'un dans la vie de Julian réussit quelque chose. Bravo, Chloé. Julian, tu as choisi une perle. J'essaie, Richard, a minaudé Chloé, se prélassant dans les louanges de mon père. Elle s'est retournée vers moi, ses yeux brillants d'une pure méchanceté. Peut-être qu'une fois ma promotion officialisée la semaine prochaine, je pourrai tirer quelques ficelles et voir s'il y a une place au service du courrier pour toi, Arthur. Ou peut-être dans le personnel d'entretien. On a toujours besoin de gens pour vider les poubelles après les heures de bureau. La pièce est devenue silencieuse pendant une fraction de seconde. C'était une insulte vicieuse et calculée. C'était un pas de trop, même pour une famille qui me détestait. Mais ensuite, Julian a ri. C'était un rire nerveux, forcé. Mais c'était un rire. Ouais, a dit Julian, en me regardant. Peut-être que tu peux l'aider, chérie. Dieu sait qu'il en a besoin. J'ai regardé mon frère, le garçon que je protégeais des brutes du quartier. J'ai regardé mon père, qui hochait la tête en accord avec le commentaire sur le concierge. Et enfin, j'ai regardé Chloé, qui souriait comme si elle venait de gagner au loto, complètement inconsciente du fait qu'elle se moquait actuellement de l'homme qui possédait toute son existence professionnelle. Tu sais, Chloé, ai-je dit, ma voix baissant d'un octave, perdant toute trace du fils calme et soumis. J'adorerais en savoir plus sur ton rôle spécifique chez Apex, surtout sur ce déjeuner intime avec le PDG. Oh, mon chou, a-t-elle ricané, levant les yeux au ciel avec une exaspération exagérée. Tu ne comprendrais pas le jargon de l'entreprise, même si je te le simplifiais. Restons à des sujets que tu peux saisir. Comment va cette Honda rouillée, elle passe encore le contrôle technique? L'envie de crier était là, au fond de ma gorge. Mais je ne suis pas parti en claquant la porte. Partir en claquant la porte implique une perte de contrôle émotionnel. Et s'il y avait une chose que la construction d'un empire depuis un sous-sol m'avait apprise, c'est que l'émotion est un passif énorme dans une négociation hostile. Et ce n'était plus une fête de famille. C'était une prise de contrôle hostile d'entreprise. Je dois aller aux toilettes, ai-je dit, ma voix étrangement calme, contrastant vivement avec l'adrénaline chaotique qui pompait dans mes veines. Au fond du couloir, deuxième porte à gauche, a marmonné Julian, refusant de me regarder. Il était trop occupé à remplir le verre de Chloé. Et s'il te plaît, n'utilise pas la salle de bain principale, a crié Chloé derrière moi. Je ne veux vraiment pas que tu touches à mes produits de soins de la peau coûteux avec ses mains. Une autre vague de rire cruel m'a suivi dans le couloir. J'ai continué à marcher, la colonne vertébrale rigide, le visage figé dans un masque de pierre. Je suis entré dans la salle de bain des invités, j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Je pensais que le pire était passé quand elle s'est moquée de mes vêtements. J'avais tellement tort. La tempête n'avait même pas encore commencé. Le silence à l'intérieur de la salle de bain des invités était instantané et lourd. Je me suis adossé à la porte en bois massif. J'ai fermé les yeux une seconde. J'ai regardé mon reflet dans le miroir au-dessus du lavabo. L'épuisement physique était toujours là. Les cernes, les cheveux en désordre, la chemise tachée sous mon sweat, mais la résignation sourde et douloureuse dans mes yeux avait complètement disparu. Elle avait été remplacée par l'éclat vif et d'acier que je réservais habituellement aux prises de contrôle agressives et aux conseils d'administration hostiles. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, non pas de tristesse, mais d'adrénaline pure et non frelatée. J'ai déverrouillé l'écran et j'ai immédiatement contourné mes applications standards, naviguant directement vers l'annuaire administratif interne d'Apex Innovation. C'est une application cryptée et hautement sécurisée, accessible uniquement aux cadres dirigeants. J'ai contourné la connexion standard en utilisant ma clé biométrique, le passe-partout de tout le royaume. J'ai tapé dans la barre de recherche et j'ai entré son nom de famille. Un résultat est apparu immédiatement. Chloé Miller.
Poste, intérimaire de compte junior. Département, vente régionale. Statut, période d'essai de 90 jours. Date de début, lundi, il y a 3 jours. J'ai appuyé lourdement sur son profil numérique, ouvrant son dossier interne. Son CV était joint. Je l'ai parcouru rapidement, mes yeux balayant le texte. C'était lourdement embelli, pour le dire poliment. Elle prétendait avoir 5 ans d'expérience en gestion supérieure dans une entreprise de marketing que je savais, de source sûre, avoir fait faillite et liquider ses actifs il y a 3 ans. Elle listait la négociation d'entreprise avancée comme sa compétence principale. Mais la vraie mine d'or, c'était les notes internes laissées par le service des RH et son manager direct. Note 1, la candidate est enthousiaste mais manque de compétences techniques de base. Embauche sur une base d'essai stricte en raison d'une recommandation externe. Note 2, ajoutée hier, l'employé est arrivé avec 40 minutes de retard, a montré un comportement agressif envers le personnel administratif lorsqu'on lui a demandé de porter un badge visiteur. Surveillé de très près pour l'adéquation culturelle. Risque de licenciement élevé. Adéquation culturelle, ai-je murmuré à la salle de bain vide, un sourire froid touchant mes lèvres. Dans le jargon d'Apex, surveiller pour l'adéquation culturelle était le code des RH pour dire « Ne laissez pas cette personne devenir un passif toxique. Préparez-vous à la virer ». Elle avait menti sur son poste de cadre. Elle avait menti sur son salaire énorme. Mais le mensonge sur le déjeuner privé, l'affirmation publique qu'elle était personnellement coachée pour la direction par le PDG, c'était exactement le levier dont j'avais besoin. Ce n'était plus une simple insulte familiale personnelle et mesquine. C'était une fausse déclaration grossière concernant la direction de l'entreprise. C'était un motif de licenciement. C'était un motif de poursuite judiciaire de l'entreprise. Je n'ai pas perdu une seconde de plus. J'ai ouvert mon client de messagerie sécurisée et j'ai rédigé un message urgent, marqué comme prioritaire, à David, mon vice-président des ventes et l'homme qui supervisait techniquement le département de Chloé. David était un cadre impitoyable et pragmatique qui était avec moi depuis les premiers jours. Objet, urgent, action immédiate requise concernant la nouvelle recrue Chloé Miller. David, je suis actuellement à un événement familial personnel et je viens malheureusement de croiser le chemin de ta nouvelle recrue en période d'essai, Chloé Miller. Elle se présente actuellement publiquement, devant une salle pleine de monde, comme une cadre supérieure. Elle affirme explicitement qu'elle et moi avons un rendez-vous privé pour déjeuner la semaine prochaine afin de discuter de sa promotion à la direction. Elle utilise le nom d'Apex pour se valoriser socialement et fait de fausses déclarations sur les opérations de l'entreprise. Confirme son emploi du temps réel pour la semaine. Fait préparer immédiatement ses papiers de licenciement par les RH. Aussi, garde ton téléphone sur toi. J'aurai besoin de toi en ligne dans exactement 10 minutes. Arthur. J'ai cliqué sur envoyer. L'email a disparu dans le serveur. Ensuite, j'ai ouvert mon application de calendrier. J'ai pris une capture d'écran de mon itinéraire des 2 dernières semaines. Réunion à Tokyo de l'aube à minuit, la fusion Redpoint à New York. Le piège était entièrement tendu. L'appât était parfaitement placé. Maintenant, j'avais juste besoin qu'elle y marche aveuglément, devant toute ma famille. Je me suis lavé les mains, les frottant avec le savon à la lavande coûteux jusqu'à ce que ma peau soit rose. Je me suis aspergé le visage d'eau glacée, le séchant avec une serviette d'invité moelleuse. Je n'ai délibérément pas essayé de me coiffer. Je n'ai pas essayé de lisser mon sweat délavé. Laissez-les regarder le frère pathétique et en difficulté. Laissez-les se vautrer dans leur fausse supériorité. Ça allait rendre l'exécution imminente d'autant plus dévastatrice. Quand je suis retourné dans le salon, la dynamique de la fête avait de nouveau changé. La musique était plus forte. Chloé était maintenant assise sur l'immense canapé en cuir blanc. Ses chaussures de créateur enlevées, ses jambes repliées sous elle. Elle avait tout l'air de la maîtresse de maison, tenant salon avec une nouvelle coupe de champagne. Mon père était assis dans un fauteuil juste en face d'elle, la regardant avec une expression de profonde révérence et de respect, une expression qu'il ne m'avait jamais, pas une seule fois en 32 ans, adressée. Julien était perché sur la coudoir du canapé, sa main reposant de manière possessive sur l'épaule de Chloé. Il ressemblait à une famille d'élite parfaite et prospère, et j'étais la saleté traînée sur leur tapis coûteux. Je me suis approché, marchant délibérément pour me placer au centre de leur cercle, bloquant l'écran de télévision.
De retour si tôt, a lancé Chloé, sans même prendre la peine de lever les yeux de son téléphone. Je m'inquiétais que tu te sois perdu. Une maison de cette taille, c'est beaucoup plus grand que les appartements étriqués auxquels tu es habitué. J'ai trouvé mon chemin sans problème, ai-je dit, ma voix se projetant clairement par-dessus la musique. Je ne me suis pas assis. Rester debout me donnait l'avantage physique et psychologique, même s'ils étaient bien trop arrogants pour s'en rendre compte pour l'instant. En fait, je pensais à ce que tu as dit plus tôt, Chloé, à propos d'Apex Innovation. La tête de Chloé s'est relevée d'un coup, ses sourcils parfaitement manucurés se sont froncés. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis juste sincèrement impressionné, ai-je dit, injectant un ton de curiosité innocente dans ma voix. C'est une industrie notoirement difficile. Le marketing d'entreprise à ce niveau exige une énorme intégrité. Ça exige un instinct de tueur, m'a corrigé Chloé, sa lèvre se retroussant en un rictus. Quelque chose dont tu manques clairement, Arthur. C'est exactement pourquoi je suis sur la voie rapide vers le sommet. Et toi, eh bien. Tu es toi. C'est vrai, la voie rapide, ai-je hoché la tête lentement, mettant mes mains dans les poches de mon sweat. Tu as mentionné plus tôt que le PDG t'avait pris en sympathie. Comment est-il vraiment? J'ai lu quelques articles dans la presse financière, mais ils disent qu'il est notoirement discret et n'interagit jamais avec le personnel subalterne. Chloé a pris une lente gorgée de son champagne, savourant activement l'attention. Tout le cercle d'invités, mon père, Julien, Liam, Sophie, tous se sont penchés, suspendus à ses lèvres. Il est très discret, a dit Chloé, baissant la voix d'un air conspirateur, jouant l'initié. Mais avec moi, il s'est vraiment ouvert. On a eu cette incroyable conversation à cœur ouvert dans son bureau d'angle, mardi après-midi. Il m'a dit qu'il est tellement fatigué des béni-oui-oui qui l'entourent au conseil d'administration. Il a besoin de quelqu'un de frais, quelqu'un avec une vraie vision. Il m'a même demandé mon avis stratégique sur le compte Kyoto. La pièce a murmuré avec une profonde appréciation. Waouh, a dit Julien, la regardant avec admiration. Chérie, c'est énorme. Le compte Kyoto. J'ai senti un sourire froid et vif tirer le coin de ma bouche. Je la tenais. Elle venait de marcher en plein sur la mine. Le comte Kyoto, ai-je répété, ma voix baissant d'un octave, perdant l'air innocent. Ça a l'air absolument fascinant, Chloé. De quel type de client s'agit-il? Tech, mode? Chloé a agité la main d'un air dédaigneux, sa bague de fiançailles en diamant attrapant la lumière crue du lustre en cristal odieux au-dessus de nous. C'est de la robotique de haute technologie, des trucs à plusieurs milliards de dollars. C'est strictement confidentiel. Évidemment, tu ne connaîtrais pas les clients de l'entreprise même si je t'éplais leur nom sur un tableau blanc. Évidemment, ai-je dit, gardant ma voix incroyablement égale. L'audace pure de son mensonge était presque impressionnante. Je traite avec des entreprises de robotique de haute technologie à plusieurs milliards de dollars sur une base hebdomadaire. Je connais leur cadre. Je connais leur marge trimestrielle. Et je sais pertinemment qu'aucun d'entre eux ne confierait jamais sa feuille de route de produits confidentiels à une intérimaire junior en période d'essai. C'est juste étrange. Qu'est-ce qui est étrange, a sèchement répliqué Chloé, son ton dégoulinant d'une irritation soudaine et venimeuse. Elle n'aimait pas être interrogée par l'homme qu'elle venait de désigner publiquement comme le perdant de la famille. Ses yeux se sont plissés et elle a croisé les bras fermement sur sa poitrine. Eh bien, ai-je dit, sortant mon téléphone de ma poche et regardant l'écran nonchalamment comme si je vérifiais la météo du soir. Je suis l'industrie du marketing d'entreprise d'assez près. C'est un de mes hobbies, et je sais de source sur qu'Apex Innovation n'a pas de compte Kyoto. Leurs opérations en Asie sont exclusivement basées à Tokyo et à Séoul. En fait, ils ont fermé l'antenne de Kyoto il y a 4 ans, avant leur restructuration interne massive. C'était partout dans les nouvelles financières. Le silence qui a suivi mes mots était vif, immédiat et incroyablement lourd. Le sourire suffisant et supérieur sur le visage de Chloé a vacillé pendant une fraction de seconde. Elle a cligné des yeux rapidement, sa bouche s'ouvrant et se fermant légèrement comme un poisson hors de l'eau. Elle cherchait une bouée de sauvetage, un moyen de démêler la toile de mensonges dans laquelle elle s'était empêtrée. « Qu'est-ce que tu en saurais » a-t-elle craché, son visage rougissant d'un rose tacheté et furieux sous son fond de teint coûteux. Tu as probablement lu ça sur un vieux blog tech en attendant dans la file d'attente à Walmart. Je suis à l'intérieur, Arthur. C'est moi qui assiste aux réunions de haut niveau.
Je sais exactement ce qui se passe dans la salle du conseil, et le PDG. J'ai continué, ignorant complètement son insulte pathétique. J'ai fait un pas délibéré vers le canapé en cuir blanc. Je voulais qu'elle ressente la pression physique du changement de conversation. Tu as explicitement déclaré à tout le monde dans cette pièce que tu l'avais rencontré mardi après-midi pour une conversation à cœur ouvert dans son bureau d'angle. Oui, a crié Chloé, son calme soigneusement élaboré se fissurant complètement sous la pression. Pourquoi m'interroges-tu agressivement dans ma propre maison? Es-tu sérieusement si jaloux de mon salaire? Es-tu si désespéré de me rabaisser parce que tu es un échec complet qui ne peut même pas se payer une coupe de cheveux décente? C'est juste que mardi, ai-je dit, en faisant défiler mon téléphone et en le levant légèrement, les principaux journaux financiers ont rapporté que le PDG d'Apex Innovation était en fait à New York. Il était très occupé à finaliser l'acquisition massive de Redpoint Analytics. En fait, il y a des photos haute résolution de lui sonnant la cloche de clôture à Wall Street, à l'heure exacte où tu prétends être assise dans son bureau. J'ai croisé son regard, laissant la réalité froide et lourde de mes mots s'installer dans la pièce silencieuse. Alors, je suis juste un peu confus sur la façon dont il discutait profondément de stratégie d'entreprise avec toi dans son bureau, alors qu'il signait simultanément des documents juridiquement contraignants à 300 miles de là. À moins, bien sûr, que ton nouveau meilleur ami est un clone. Chloé a paniqué. Elle a physiquement reculé, sautant sur ses pieds et manquant de renverser sa flûte de champagne en cristal. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Il a pris l'avion pour revenir. Il a pris un jet d'entreprise privée juste pour rencontrer l'équipe de direction. Il a pris un jet privé au milieu d'une fusion de plusieurs millions de dollars pour un déjeuner informel avec une nouvelle recrue, ai-je demandé doucement, laissant l'absurdité absolue de son mensonge flotter dans l'air pour que tout le monde puisse l'examiner. Je ne suis pas une nouvelle recrue, a hurlé Chloé. La femme de carrière sophistiquée et d'élite a instantanément disparu. À sa place se tenait une brute capricieuse et acculée qui réalisait qu'elle perdait rapidement le contrôle de son public captivé. Elle s'est tournée frénétiquement vers mon frère, les mains tremblantes. « Julian, vas-tu vraiment rester là et laisser ton pathétique frère me parler comme ça? Il me traite de menteuse devant tous nos amis. » Julian a sauté de l'accoudoir du canapé, son visage rouge de honte et d'une soudaine colère explosive. Mais cette colère n'était pas dirigée contre la femme qui hurlait des mensonges flagrants et facilement réfutables dans son salon. Comme toujours, la colère était dirigée droit sur moi, le bouc émissaire désigné. « Arthur, ça suffit », a aboyé Julian, s'interposant agressivement entre moi et Chloé, bombant le torse dans une démonstration de fausse domination. « C'est quoi ton problème, putain? Tu viens chez moi avec une allure de clochard. Tu me donnes une boîte de couteaux bon marché, et maintenant tu essaies d'humilier ma fiancée devant mes invités parce que quoi? Tu es aigri. Tu es jaloux qu'elle ait une vraie carrière, un salaire énorme, et que tu sois un perdant fauché. Je ne suis pas jaloux, Julian, ai-je dit, ma voix stable comme un roc. Même si cela me faisait physiquement mal de voir mon propre frère défendre si aveuglément une étrangère manipulatrice. J'essaie de te prévenir. Elle te ment droit dans les yeux. Elle ment sur son travail. Elle ment sur son poste. Et elle ment sur qui elle est vraiment. Arrête ça tout de suite. Mon père, Richard, s'est levé de son fauteuil. Le bruit lourd de ses pas a résonné agressivement sur le parquet alors qu'il se dressait au-dessus de moi. Son visage était tordu de dégoût absolu et non filtré. Je savais que je n'aurais pas dû t'inviter, a grogné mon père, pointant un doigt épais et accusateur directement sur ma poitrine. Tu fais toujours ça. Tu as toujours fait ça. Tu ne supportes pas de voir quelqu'un d'autre dans cette famille réussir. Julian s'en sort incroyablement bien. Il a une belle propriété, une fiancée qui a du succès, et tu veux juste les tirer vers le bas, à ton niveau misérable. Chloé n'a été que gracieuse avec toi aujourd'hui, et tu l'attaques par pure méchanceté. Elle m'a traité de mendiant, papa, ai-je dit, désignant mes vêtements délavés. Elle a essayé de m'envoyer à l'entrée de service, d'utiliser la porte des domestiques. Tu appelles ça gracieux? Tu appelles ça un comportement acceptable? Elle plaisantait, a crié mon père, les veines de son cou se gonflant contre son col rigide. C'était une blague inoffensive. Mon Dieu, tu es si incroyablement sensible. On a vidé tout le fonds pour les études pour s'assurer que Julian ait un bon départ dans la vie, et tu nous en veux depuis. Pas étonnant que tu ne puisses pas garder un vrai travail. Pas étonnant que tu sois coincé dans la vie sans issue que tu mènes. Il a tout à fait raison,
est intervenue Chloé de derrière le dos de Julien, en sécurité. Elle a jeté un coup d'œil avec une expression suffisante et larmoyante, livrant la performance théâtrale de sa vie. Elle a essuyé une larme complètement fausse de sa joue. Sa voix tremblait de victimisation fabriquée. J'ai essayé d'être gentille, Julien. J'ai vraiment essayé de l'accueillir, mais il est juste profondément toxique. Il a une énergie toxique, négative. Je ne veux plus de lui dans ma maison. Tu l'as entendu, a dit Julien, pointant agressivement vers la lourde porte d'entrée. Prends ton manteau et sors, Arthur. Sérieusement, pars. Tu gâches ma pendaison de crémaillère. À cet instant précis, mon téléphone a vibré violemment dans ma main. J'ai baissé les yeux sur l'écran lumineux. C'était la réponse par email prioritaire de David, mon vice-président des ventes. Arthur, tu es sérieux? Chloé Miller a commencé lundi. C'est une intérimaire de premier niveau dans les ventes régionales. Elle est en période d'essai stricte de 90 jours. Je regarde sa feuille de temps en ce moment. Elle a pointé en avance 2 fois cette semaine sans autorisation. Elle n'a aucune habilitation pour parler au nom de l'entreprise, et encore moins pour discuter du compte Kyoto. Qu'est-ce qu'elle raconte exactement? C'est une responsabilité énorme. Tu veux que j'appelle la sécurité de l'immeuble où tu gères ça personnellement? J'ai lu le texte lentement. J'ai absorbé le pouvoir absolu qu'il me donnait. Puis j'ai levé les yeux vers mon frère qui pointait toujours avec colère la porte. J'ai regardé mon père, qui secouait la tête avec une profonde déception, déplorant bruyamment le fait que j'étais son fils. Je pensais que la pire partie de ma vie était d'avoir grandi en me sentant invisible dans ma propre maison. J'avais tellement tort. Le pire, c'était de réaliser que j'avais passé 32 ans à rechercher désespérément l'approbation de gens qui étaient fondamentalement superficiels, matérialistes et sans valeur. Je vais partir, ai-je dit, levant une seule main pour arrêter leur cri collectif. Mais avant de franchir cette porte, je pense qu'il y a un appel téléphonique très important que nous devons passer. Plus de jeu, Arthur, a claqué Julien, faisant un pas menaçant en avant, les poings serrés. Sors d'ici avant que je ne te jette dehors physiquement. Chloé, ai-je dit, élevant la voix juste assez pour percer le bruit lourd et hostile de la pièce. J'ai regardé directement par-dessus l'épaule de Julien, la fixant d'un regard mort et glacial que je réservais habituellement aux négociations hostiles en salle de conseil. Si tu es pratiquement la meilleure amie du PDG d'Apex Innovation, pourquoi ne l'appelles-tu pas tout de suite? Sors ton téléphone, mets-le sur haut-parleur, et éclaircissons ce petit malentendu. Présente-moi ton incroyable mentor. Chloé s'est complètement figée. Les fausses larmes ont instantanément disparu de ses yeux, remplacées par une panique crue et authentique. Elle a promené son regard dans la pièce comme un animal piégé, cherchant une issue. Les invités environnants, y compris Sophie, Liam et Monsieur Henderson, observaient tous attentivement. Quelqu'un avait baissé la musique, et on aurait pu entendre une mouche voler. Il sentait le sang dans l'eau. Je ne peux pas faire ça, a-t-elle balbutié, croisant les bras sur la défensive, ses jointures devenant blanches. C'est le week-end. C'est un homme incroyablement occupé. Je respecte strictement ses limites personnelles. Je ne vais pas le déranger avec des drames familiaux mesquins. C'est drôle, ai-je dit, faisant un pas lent et délibéré en avant, forçant Julien à reculer légèrement pour maintenir son équilibre. Parce que tu viens de passer les 20 dernières minutes à te vanter devant une salle pleine d'inconnus de la façon dont il t'a prise en sympathie. Sûrement qu'un homme qui valorise si hautement ta vision stratégique prendrait un rapide appel téléphonique le week-end de la part de sa protégée vedette. Il bluffe, Julien, a hurlé Chloé, s'agrippant à son bras avec ses griffes manucurées, sa voix atteignant un ton hystérique. Fais-le partir. Il est complètement fou. Il essaie de ruiner ma vie. Je ne bluffe pas, ai-je dit, ma voix résonnant dans le silence soudain et suffocant du salon. En fait, j'ai l'annuaire d'entreprise d'Apex ici même, sur mon téléphone. J'ai tourné l'écran de mon téléphone pour que toute la pièce puisse clairement voir l'interface bleue brillante de l'application d'entreprise hautement restreinte. Ceci est l'organigramme en direct de toute la société, ai-je expliqué, tapotant l'écran pour démontrer sa fonctionnalité. Tout en haut, ici, se trouve le conseil d'administration. En dessous, les vice-présidents. Et là, les directeurs régionaux principaux. J'ai continué à faire défiler, mon pouce glissant rapidement sur le verre, regardant leurs yeux suivre le mouvement. Et si nous descendons tout en bas,
après les vrais cadres, après les managers intermédiaires, après les assistants administratifs, tout en bas, dans le groupe des intérimaires en période d'essai. Voilà. Chloé Miller, intérimaire de compte junior. Tranche de salaire, niveau d'entrée. La pièce est devenue complètement, dévastateur silencieuse. J'ai vu Sophie se pencher légèrement, plissant les yeux pour lire le texte précis sur mon écran lumineux. C'est une vieille liste, a crié Chloé, sa voix se brisant de panique pure et non frelatée. Son visage était un masque de pure terreur. Le système interne n'a pas encore été mis à jour. J'ai reçu une promotion verbale hier, par le directeur régional. Une promotion verbale au conseil d'administration après exactement 3 jours d'emploi, ai-je demandé, mon ton dégoulinant d'un sarcasme absolument létal. Chloé, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les entreprises du Fortune 500. Ce n'est pas comme ça que les ressources humaines fonctionnent, et ce n'est certainement pas comme ça que mon entreprise fonctionne. Ton entreprise, a aboyé mon père d'un rire rauque et moqueur, faisant un pas vers moi. Arthur, as-tu complètement perdu la tête? Fais-tu une dépression nerveuse? Maintenant, tu prétends que tu y travailles aussi? En tant que quoi? Le concierge dont Chloé parlait en plaisantant. Non, papa, ai-je dit, ma voix tombant dans un registre bas et dangereux qui portait infiniment plus de poids que tous leurs cris bruyants. Je n'y travaille pas seulement. J'ai regardé directement Chloé. Elle était devenue complètement pâle. Le sang s'était entièrement retiré de son visage, la laissant avec une apparence maladive et terrifiée. Elle me fixait, me regardant vraiment pour la toute première fois. Elle regardait la manière confiante et imperturbable dont je tenais mes épaules. Elle regardait le téléphone coûteux dans ma main, reconnaissant le logiciel administratif propriétaire que seuls les cadres de haut niveau étaient autorisés à installer sur leurs appareils. Tu t'es vanté de ta carrière énorme, lui ai-je dit, le silence dans la pièce pesant, lourd comme un poids physique. Tu t'es vanté de la culture d'entreprise exclusive. Tu t'es vanté du PDG qui vire les gens sur le champ pour incompétence. J'ai fait un pas de plus. Julien a essayé de me bloquer à nouveau, mais il a vacillé, entièrement confus par le changement soudain et massif dans la dynamique de pouvoir de la pièce. Il regardait de moi à Chloé, profondément incertain de ce qui se passait réellement. Tu as oublié une chose massive, fatale, quand tu faisais tes recherches superficielles pour construire ce faux personnage, Chloé, ai-je dit doucement. Tu n'as jamais vérifié qui a réellement fondé Apex Innovation. C'est une société holding, balbutia Chloé, sa voix tremblant si violemment qu'elle pouvait à peine former les syllabes. C'est détenu par un énorme groupe d'investissement. C'est détenu par VM Holdings. Je suis VM Holdings, les jeux corrigés. Mes mots sont tombés comme des pierres lourdes jetées dans un étang parfaitement calme. VM signifie Arthur Vance Miller. J'ai vu la prise de conscience la frapper comme un coup physique à l'estomac. Ses genoux ont en fait légèrement fléchi, la forçant à s'appuyer lourdement contre la coudoir du canapé en cuir pour ne pas s'effondrer sur le sol. Non, a-t-elle murmuré, secouant la tête frénétiquement. Non, c'est totalement impossible. Tu conduis une Honda rouillée. Tu as cette tête. On dirait que tu achètes tes vêtements dans une friperie. Je conduis une Honda parce que j'investis mes revenus pour payer mes développeurs au meilleur salaire et pour attirer les meilleurs talents, ai-je dit calmement. Et j'ai cette tête parce que je viens de passer 3 jours épuisants à conclure la fusion de Redpoint Analytics dont tu as entendu parler aux infos. La fusion exacte que j'ai négociée. La fusion exacte que j'ai signée. Merde, a murmuré Julien. Il regardait frénétiquement de moi à Chloé, désespéré qu'elle le nie. Arthur, arrête de mentir. Papa, dis-lui d'arrêter de mentir. Il fait semblant, a crié Chloé. Le désespoir pur dans sa voix la trahissait complètement. Elle s'est jetée en avant, essayant de m'arracher agressivement le téléphone des mains. Donne-moi ça. Tu as truqué cette application. Tu as payé quelqu'un pour créer une fausse application. Tu es un imposteur. J'ai retiré le téléphone facilement, me mettant hors de sa portée avec une aisance pratiquée. Je n'ai pas truqué ça. J'ai appuyé sur le bouton d'appel du contact de David. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et je l'ai tenu assez haut pour que toute la pièce puisse entendre. La ligne a sonné 2 fois. Le son a résonné douloureusement dans le salon rempli de tension. Arthur. La voix de David a tonné depuis le haut-parleur. Net, autoritaire, et absolument professionnel. J'ai eu ton email.
Je regarde le dossier numérique de Miller en ce moment. Pourquoi diable une intérimaire junior prétend-elle avoir un statut de cadre? Veux-tu que je résilie son accès à l'immeuble immédiatement? Parce que si elle déforme les opérations de l'entreprise lors d'un événement public, c'est une violation directe de la clause 4 de son contrat de non-divulgation. Notre avocat d'entreprise est déjà en train de préparer les documents pour la poursuite. Chloé a laissé échapper un son qui était à moitié un hoquet, à moitié un sanglot. La mâchoire de Julien est littéralement tombée. Le verre de scotch en cristal de mon père a glissé de ses doigts engourdis, heurtant le parquet et se brisant en 100 morceaux. Le silence qui a suivi la voix de David était absolu. C'était un vide qui aspirait l'oxygène de la pièce. Le seul son était le crissement déchiqueté du verre brisé sous la chaussure chère de mon père alors qu'il déplaçait son poids, fixant le téléphone dans ma main comme s'il s'agissait d'un explosif vivant. J'ai besoin d'une confirmation verbale, Arthur, a poursuivi David, sa voix métallique mais sans équivoque. Est-ce que Miller fait une scène en public? Je peux avoir la sécurité locale sur place en 20 minutes. Je n'ai pas regardé le téléphone. J'ai gardé les yeux fixés sur Chloé. L'arrogance, le rictus, la pitié. Tout avait complètement disparu, remplacé par une ruine nue et brute. Non, David, ai-je dit calmement. La sécurité ne sera pas nécessaire. Chloé terminait juste une présentation plutôt bruyante à ma famille sur la façon dont elle dirige pratiquement Apex. Je pense qu'elle a fini de parler maintenant. Mon téléphone a de nouveau vibré. Une notification en bannière est descendue du haut de l'écran. J'y ai jeté un coup d'œil. C'était un message direct sur LinkedIn de Sophie, la même amie qui s'était moquée de mes vêtements il y a 5 minutes. Salut Arthur, c'est fou qu'on vienne de se rencontrer. Je cherche justement à me réorienter vers la vente dans la tech, j'adorerais prendre un café pour discuter des opportunités chez Apex. J'ai balayé la notification avec dégoût. Je pensais que le pire avec la richesse était de devoir gérer de faux amis d'entreprise. J'avais tellement tort. Le pire, c'était de voir les gens avec qui vous avez grandi révéler à quel point ils accordaient peu de valeur à la loyauté et à quelle vitesse ils se trahiraient les uns les autres pour un chèque de paie. Chloé, a murmuré Julien, tendant une main tremblante vers la femme qu'il était censé épouser. Sa voix était creuse, dépouillée de toute la bravade arrogante qu'il avait affichée quelques instants auparavant. Chloé a reculé devant lui, éclatant en larmes authentiques et hystériques. Son maquillage lourd et coûteux a commencé à couler sur son visage entraîné sombre et laide. Julien, s'il te plaît, tu dois comprendre. C'était juste un petit mensonge anodin. Je voulais juste impressionner ton père. Tout le monde exagère son CV. Ce n'est pas grave. C'est juste de la politique d'entreprise. Julien a fait un grand pas en arrière, son visage passant d'une profonde confusion à un dégoût pur et absolu. Mais la réalité vraiment tragique, c'est qu'il n'était pas dégoûté parce qu'elle avait malicieusement attaqué et humilié son propre frère. Il était dégoûté parce qu'elle l'avait embarrassé devant ses riches voisins et ses frères de fraternité. Elle l'avait fait passer pour un imbécile crédule et facilement manipulable. Tu m'as menti, a dit Julien, sa voix se brisant. Tu m'as dit que tu gagnais un salaire à 6 chiffres. Tu m'as dit que tu pouvais couvrir la moitié de l'hypothèque de cette maison. Tu m'as dit que ta famille était riche. Tu as essayé de faire virer mon frère de sa propre entreprise. Je ne savais pas, a hurlé Chloé, retournant son vitriol contre moi. Elle a pointé un doigt tremblant et accusateur sur ma poitrine. Comment étais-je censé savoir? Regarde-le. Il ressemble à un clochard. Il conduit une épave. Il m'a complètement piégé. Il m'a tendu un piège pour me ridiculiser. J'ai ri. C'était un son sec, sans humour, qui a gratté le fond de ma gorge. Je ne t'ai pas piégé, Chloé. Je suis simplement resté là et j'ai existé. Tu as rempli les blancs avec tes propres préjugés extrêmes. Tu as vu une veste délavée et tu as supposé l'échec. Tu as vu un homme calme et tu as supposé la faiblesse. Ce n'est pas de ma faute. C'est entièrement de la tienne. J'ai ramené le téléphone à ma bouche. David, je suis toujours là. Je t'entends, patron, a répondu David, attendant le dernier mot. Mettez fin au contrat de Chloé Miller immédiatement, ai-je ordonné, ma voix résonnant avec une finalité absolue. À compter de 7 secondes exactes. Marquez son dossier comme faute grave et fausse déclaration d'autorité d'entreprise.
Annuler ses avantages sociaux, révoquer son badge d'accès à l'immeuble, et geler son email d'entreprise. Et David, faites en sorte que l'équipe juridique envoie une mise en demeure demain matin. Si j'entends qu'elle a utilisé la marque Apex pour obtenir ne serait-ce qu'un café gratuit, je veux qu'elle soit poursuivie en justice jusqu'à la faillite totale. Compris, a dit David. C'est fait. Bonne soirée, Arthur. J'ai mis fin à l'appel et j'ai glissé le téléphone dans ma poche. Non, a crié Chloé, tombant à genoux sur le tapis coûteux, abandonnant complètement la dignité qui lui restait. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas me virer un samedi. Je vais te poursuivre en justice. Mon père a un avocat. Tu es en période d'essai, Chloé, ai-je déclaré froidement, regardant son spectacle pathétique. Je peux légalement te virer pour avoir porté des chaussures de la mauvaise couleur au bureau. Mais te virer pour avoir humilié publiquement le PDG et avoir violé un contrat de confidentialité, c'est un cas gagné d'avance pour les avocats. Garde l'argent de ton père. Tu en auras besoin pour payer ton loyer le mois prochain. Chloé a regardé frénétiquement autour de la pièce, désespérée de trouver un seul allié. Elle a regardé Sophie, mais Sophie était soudainement fascinée par le plafond. Elle a regardé Liam, qui lui a activement tourné le dos et a commencé à consulter son téléphone. Finalement, elle a regardé mon père. Richard, s'il vous plaît, a-t-elle sangloté, levant les mains dans un geste suppliant. Vous me connaissez. Vous savez que je suis une bonne personne. S'il vous plaît, parlez-lui. Mon père a regardé Chloé. Puis, très lentement, il a tourné la tête et m'a regardé. Pour la première fois en 32 ans, j'ai vu une peur sincère dans ses yeux. Il a regardé le fils qu'il avait rejeté, moqué et financièrement abandonné. Il a réalisé qu'il se tenait en présence d'un homme qui pouvait acheter et vendre tout le travail de sa vie 10 fois avant le déjeuner. Chloé, a dit mon père, sa voix tremblant légèrement, totalement dépourvue de son autorité habituelle et tonitruante. Je pense que tu dois quitter la maison de mon fils. Chloé a eu un hoquet, un son horrible et rauque. Elle s'est relevée en se débattant, attrapant son sac de créateur sur le canapé. Elle a regardé Julien une dernière fois, attendant qu'il la défende. Julien a juste pointé vivement la porte. Colin, l'ami de Julien qui avait conduit Chloé à la fête, s'est silencieusement approché et a ouvert la lourde porte d'entrée, attendant pour l'escorter dehors. En passant devant moi, Chloé s'est arrêtée. Son visage était tordu de haine pure et non frelatée. « Tu es un monstre », a-t-elle sifflé à voix basse. « Tu vas mourir complètement seul avec tout ton argent. » Mieux vaut ça que de mourir en étant un imposteur pathétique, ai-je répondu doucement, sans scier. Elle est sortie en trombe, la lourde porte a claqué derrière elle, le son résonnant comme un coup de feu dans la maison silencieuse. En quelques secondes, les invités ont commencé à murmurer maladroitement leurs excuses. Tante Margaret s'est précipitée vers la porte, évitant mon regard. Monsieur Henderson a pratiquement couru jusqu'à sa Porsche. La maison s'est vidée en moins de 3 minutes, ne laissant que moi, Julien, et mes parents debout dans les décombres du salon. Mon père s'est éclairci la gorge. Il a forcé un large sourire, complètement artificiel, sur son visage et a fait un pas prudent vers moi. « Arthur, mon garçon, » a dit mon père, sa voix dégoulinant d'une affection soudaine et écœurante. Je n'en avais absolument aucune idée. « VM Holdings, mon Dieu, tu es un PDG. Tu es un titan. Ta mère et moi sommes si incroyablement fiers de toi. » J'ai regardé sa main tendue. J'ai regardé l'éclat avide dans ses yeux. Il ne regardait pas son fils. Il regardait un fonds d'études ambulant, un plan de retraite, un nouveau trophée dont il pourrait se vanter au country club. Il regardait l'héritage qu'il estimait lui être dû d'une manière ou d'une autre. « Ne fais pas ça, » ai-je dit, ma voix glaçant l'air entre nous. « N'essaie pas de revendiquer mon succès maintenant. Tu n'as pas bâti ça. Tu n'as pas soutenu ça. Tu m'as laissé manger des nouilles instantanées dans un sous-sol glacial pendant que tu achetais un appartement de luxe à Julien. Tu as ri de mes vêtements ce soir parce que tu pensais que j'étais pauvre. Tu as échoué au test, papa. » Je lui ai tourné le dos et je me suis dirigé vers la porte. « Arthur, attends, » a appelé Julien, sa voix désespérée. « Est-ce que ça va entre nous? On est frères, non? » J'ai fait une pause, la main sur la poignée de la porte. J'ai regardé le garçon que je protégeais autrefois. « Profite bien des couteaux, Julien.
Coupe quelque chose de ta vie qui te retient vraiment. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit, les laissant complètement derrière moi. Je suis monté dans ma Honda Civic rouillée, j'ai tourné la clé, et j'ai souri alors que le vieux moteur rugissait à la vie. 6 mois plus tard, l'air dans mon nouveau Pantouz était complètement silencieux, à l'exception du doux bourdonnement du système de climatisation centrale. Je me tenais près des immenses baies vitrées, tenant une tasse de café de qualité supérieure, regardant la ligne d'horizon tentaculaire de la ville en contrebas. Le Pantouz était magnifique. Accès par ascenseur privé, comptoir en marbre, et assez d'espace physique pour enfin respirer. Je l'avais acheté la semaine après la désastreuse pendaison de crémaillère. Je suis entré dans l'agence immobilière d'Hélène, j'ai visité la propriété une fois, et je lui ai remis un chèque de banque pour le montant total en espèces. Mon entreprise, Apex Innovation, avait officiellement doublé son chiffre d'affaires trimestriel suite à la fusion réussie de Redpoint. Sarah, ma directrice des opérations et la seule personne qui m'avait soutenu quand nous n'avions absolument rien, s'épanouissait dans son nouveau rôle de présidente. Ma vie était enfin paisible. Mais une famille toxique a une drôle de façon d'essayer de vous ramener dans la boue au moment exact où ils réalisent que vous êtes debout sur de l'or massif. Mon téléphone portable a sonné sur l'îlot de la cuisine. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de mon frère. Julien. J'avais complètement bloqué mes parents après qu'ils aient essayé de se présenter à mon siège social pour exiger une réunion, mais j'avais laissé Julien débloqué, principalement par curiosité morbide. J'ai répondu, le mettant sur haut-parleur pendant que j'examinais un document juridique. Arthur à l'appareil. Arthur. La voix de Julien est sortie du haut-parleur. Il avait l'air complètement brisé. L'enfant en or arrogant avait entièrement disparu. S'il te plaît, ne raccroche pas. J'ai exactement 2 minutes avant une réunion du conseil, Julien. Qu'est-ce que tu veux? Je pouvais l'entendre retenir un sanglot. Je suis en train de perdre la maison, Arthur. La banque va saisir le mois prochain. Chloé a détruit mon crédit avant la rupture, et maman et papa sont dans de sérieux ennuis. J'ai pris une lente gorgée de mon café. Ne ressentant absolument rien. Des ennuis? Ils ont hypothéqué leur propre maison pour aider à payer mon style de vie, a confessé Julien, les mots pathétiques sortant en cascade. Papa a liquidé son 4 cents un cas pour acheter cette Porsche, pour maintenir les apparences avec Monsieur Henderson et les voisins. Maintenant, la compagnie d'assurance a réduit son département. Il a été forcé de prendre une retraite anticipée. Ils n'ont rien, Arthur. Ils sont complètement sous l'eau. Ils vont perdre leur maison. On a besoin d'un prêt. S'il te plaît, fais-nous juste un chèque. Tu gagnes ce genre d'argent en une seule journée. Je suis resté là, à regarder la ville. J'ai ressenti une profonde tristesse pour le gâchis absolu de leur vie, mais absolument aucune culpabilité. Ils avaient passé leur vie entière à vénérer le faux dieu du statut, investissant leur richesse dans un fils qui refusait de travailler pour quoi que ce soit. Le château de cartes s'était enfin effondré, exactement comme je l'avais toujours su. Ils avaient privilégié la vanité à la construction d'un véritable héritage. Julien, ai-je dit, ma voix stable et entièrement dépourvue d'émotion. Je ne suis pas une banque, et je ne suis certainement pas ton plan de sauvetage financier personnel. Nous sommes ta famille, a-t-il crié désespérément. Tu ne peux pas laisser maman et papa faire faillite. Et mon avenir? Ton avenir est ta responsabilité, ai-je répondu fermement. Je ne te ferai pas de chèque. Je ne te donnerai pas un seul dollar. Mais parce que je ne suis pas un monstre, je vais t'offrir une bouée de sauvetage. Julien a eu un hoquet, une étincelle soudaine d'espoir avide revenant dans sa voix. N'importe quoi, dis-le. J'ai un poste vacant à l'entrepôt logistique d'Apex, ai-je dit calmement. C'est un travail manuel intense, emballer des boîtes, déplacer des stocks lourds, payer au salaire minimum. Il n'y a pas d'avantages sociaux d'entreprise, et tu pointeras à 6 heures du matin précise, chaque jour. Si tu veux apprendre la valeur d'un dollar, de la même manière que papa m'a dit de l'apprendre quand il a refusé de payer pour mes études, le poste est à toi. Mais c'est la seule aide que tu recevras jamais de ma part. Il y a eu un long silence angoissant à l'autre bout du fil. Le poids lourd et écrasant de la réalité s'installait enfin sur ses épaules dorlotées. Je ne peux pas emballer des boîtes, a murmuré Julien. Sa fierté toxique, toujours intacte malgré sa ruine financière totale. Que penseraient mes amis?
Alors je suppose que tu as beaucoup de cartons à faire chez toi, avant que la banque ne la prenne, ai-je dit. Au revoir, Julien. J'ai mis fin à l'appel et j'ai posé le téléphone face contre le comptoir en marbre. Cet après-midi-là, j'ai conduit ma Honda Civic de 2014 jusqu'à un centre caritatif local et je l'ai entièrement donné. J'ai jeté les clés à un jeune qui avait désespérément besoin d'un véhicule fiable pour se rendre à ses cours universitaires. Le long et épuisant chapitre d'Arthur, le remplaçant en difficulté, était officiellement clos pour toujours. Je suis entré dans l'immense hall vitré d'Apex Innovation. Le gardien de sécurité a hoché la tête respectueusement. Mes employés ont souri chaleureusement en passant devant moi. Je n'étais plus seulement un survivant d'une famille profondément toxique. J'étais un homme qui avait construit sa propre table quand on lui avait violemment refusé une place à la leur. Faisons une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment incroyable. S'il y a une chose profonde que mon parcours m'a apprise, c'est que votre valeur n'est jamais déterminée par les personnes qui refusent aveuglément de voir votre vraie valeur. Le vrai pouvoir ne consiste pas à crier, à faire des crises de colère ou à exiger un respect non mérité. Le vrai pouvoir, c'est de s'éloigner en silence, de construire son propre empire, et de laisser son immense succès être le seul bruit qu'ils entendront jamais. Vous n'êtes jamais obligé de vous mettre le feu juste pour tenir au chaud des membres de votre famille toxique. Avez-vous déjà été confronté à quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû couper les ponts et vous éloigner pour sauver votre propre santé mentale? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage.